Aujourd'hui, dans cette séance du Salon de la Réflexion, question est mise sur la science et la technologie. Nous avons donc dépêché dans notre émission une belle liasse d'experts. Il s'agit de Dr Katia Nono Nchimi. Vous êtes chimiste et inventrice. Je suis enseignante et chercheur et mon activité de recherche m'a amenée à déposer un brevet d'invention. D'accord, on reviendra tout à l'heure sur votre parcours. Docteur Stéphane Kenmoé, vous êtes physicien, c'est ça? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Déjà avant de continuer, est-ce que vous passez un bon séjour en Côte d'Ivoire? Très bien. La Côte d'Ivoire est un pays, alors je suis d'origine camerounaise et la Côte d'Ivoire pour moi c'est la première fois. Je me retrouve au niveau du climat qui est plus ou moins le même, au niveau des paysages, au niveau des cultures, des personnalités, mais je suis frappée par l'évolution au niveau des infrastructures de la ville d'Abidjan. Nous avons vu beaucoup de belles choses, des ponts, des constructions, la mise en valeur de la mer et on va dire que Abidjan est vraiment remarquable, car je partirai avec de très bons souvenirs. Ah ça, on peut dire que vous avez bien décrit Abidjan. Et sans plus tarder, nous entrons de plein pied dans le vif de notre sujet, qui est donc docteur Katia Nchimi. Oui, je suis docteur Katia Nchimi, enseignante et chercheur. Je suis à l'université de Yaoundé 1. Je suis recrutée en tant que chargée de cours et à cette fonction-là, j'ai donc la latitude de donner des cours de chimie de coordination, principalement en licence, en master, également en doctorat. À côté de ça, je suis chercheur, c'est-à-dire que je développe divers projets de recherche en fonction de mes intérêts, mais également en fonction des problématiques qui me semblent importantes pour ma communauté d'origine, c'est-à-dire pour résoudre les problèmes africains. À ce titre-là, je travaille notamment sur le développement de nouveaux nanomatériaux comme photocatalyseurs pour la production d'énergie, qu'elle soit renouvelable comme l'énergie photovoltaïque. Bien, on reviendra tout à l'heure à votre parcours et surtout votre formation. Docteur Stéphane Kenmoé, qui est donc docteur Stéphane Kenmoé, mari, père de... Oui, je suis marié, père de 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. D'accord. Je suis physicien de formation, diplômé du Centre international de physique de l'UNESCO en Italie et de l'Institut Max Planck en Allemagne. Présentement, je suis candidat à l'habilitation. C'est une des voies pour passer professeur en Allemagne à l'université de Duisburg-Essen, la faculté de chimie. Je travaille à l'intersection entre la chimie et la physique, donc je fais de la chimie physique. D'accord. C'est pour ça que c'est un travail, je collabore avec des gens comme Katia qui sont purement chimistes. D'accord. Parce que les projets les plus croustillants de nos jours sont les projets interdisciplinaires, quoi. Voilà. Donc moi je travaille aussi sur la photocatalyse, comme elle, la thermocatalyse et l'électrocatalyse, c'est-à-dire utiliser le courant, la température, la chaleur, et la lumière pour produire. Docteur Stéphane, on viendra tout à l'heure à votre... Et tout de suite, j'ai envie de vous demander quel est le parcours académique de docteur Stéphane. Bon, je crois que je venais de le brosser. J'ai eu ma licence en physique à l'université de Tchang, dans l'ouest du Cameroun. Le master dans la même université en physique de la matière condensée. Et puis j'ai eu une bourse de l'UNESCO, du Centre international de physique. D'accord. Ouais, une sélection de 40 physiciens dans le monde en développement pour suivre un programme d'année prédoctorale à Trieste, dans le nord de l'Italie. Et après cette année prédoctorale, je suis allé en Allemagne dans un institut de la société d'élite appelée la société Max Planck, voilà, un institut pour la recherche sur le fer, où j'ai fait des travaux sur la protection des matériaux à partir, on voulait protéger la maladie des matériaux sur la corrosion. On cherchait des procédés pour protéger les matériaux contre la corrosion, notamment le coating avec le zinc. Voilà, donc j'ai eu mon doctorat dans cet institut en 2015 en partenariat avec la faculté de physique et astronomie de l'université de Bochum. Après, je suis allé dans un projet européen pour on travaillait sur le fractionnement photocatalytique de l'eau pour produire du carburant à hydrogène. Et après cela, j'ai rejoint le domaine de la photocatalyse pour la production de produits chimiques et de l'énergie. D'accord. Voilà.
Un parcours vraiment brillant et je sais que le parcours de Dr Katia ne l'est pas moins. Parlez-nous un peu de votre parcours académique et professionnel. D'accord. En ce qui concerne mon parcours académique, j'ai obtenu dans un premier temps une maîtrise en chimie inorganique à l'université de Yaoundé 1, le campus de Ngouaikele. Après ça, je suis allée en France, plus précisément à Strasbourg, où j'ai dû, disons, recommencer au niveau de la première année de master, mais j'ai également changé d'orientation et j'ai faisais un master en chimie moléculaire et supramoléculaire. C'est une discipline nouvelle qui a été initiée par le professeur Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie, pour ses travaux justement sur la chimie supramoléculaire. Et j'ai obtenu mon master après 2 ans. Ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat financée par l'Union européenne qui portait sur le développement de marqueurs luminescents pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Alors, mes travaux ont permis de découvrir une nouvelle famille de composés, de complexes, qui permettent un diagnostic rapide, pas seulement pour la maladie d'Alzheimer, mais également pour d'autres pathologies à l'instar de la Covid-19. Ensuite, j'ai eu, alors ma soutenance de thèse de doctorat, c'était il y a 10 ans déjà, en 2012. Et après ça, je suis allée à l'université de New York, plus précisément sur le campus d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et j'ai travaillé sur le développement de polymères électrodégradables, entre autres, ainsi que de plateformes pour la libération contrôlée de médicaments. D'accord. Ensuite, en 2015, je suis rentrée au Cameroun. Et je suis rentrée au Cameroun pour des raisons de famille, notamment en mariage et faire des enfants. C'est dans ce cadre-là que je suis rentrée au Cameroun. Et vous en avez combien? J'en ai 3. J'ai 3 enfants, dont des jumeaux. Donc, j'ai été recrutée à l'université de Yaoundé 1, tant mieux. Et donc, j'ai commencé à faire ma recherche là-bas. Malheureusement, je ne vais pas empiéter sur l'ordre de la discussion. D'accord. Mais du fait de l'absence d'infrastructures pour faire proprement de la recherche, j'ai eu, disons, un vide au niveau des activités de recherche parce que nous n'avons pas ce qu'il faut. Et pour m'échapper en fait de cette situation où je ne pouvais pas pleinement m'exprimer sur le plan de la recherche, parce que sur le plan de l'enseignement, c'est très intéressant. J'ai eu l'occasion d'enseigner à plusieurs niveaux du système LMD, mais j'ai donc candidaté pour certaines bourses de coopération internationale et j'ai eu un financement de la fondation Alexander von Humboldt qui me permet d'effectuer des séjours dans des laboratoires de recherche en Allemagne. Mais également avec d'autres financements. J'ai eu des séjours dans des laboratoires de recherche en Italie et je collabore également avec Stéphane en ce qui concerne la chimie théorique, malgré que je sois une chimiste expérimentale. D'accord. Donc, Katia, vous gardez la parole. Vous avez parlé tout à l'heure, sans forcément entrer dans les détails, vous avez parlé de quelques difficultés. On voudrait en savoir plus, les difficultés majeures que vous avez rencontrées durant votre parcours professionnel jusqu'ici. D'accord. Les difficultés majeures se retrouvent principalement dans la partie où je suis rentrée au Cameroun et le manque d'infrastructures et de moyens, d'équipements pour faire la recherche est criard. C'est-à-dire que malheureusement, nous avons des universités qui sont vétustes, des laboratoires qui sont littéralement inexistant. On manque de tout, on manque même d'eau distillée. C'est-à-dire que pour faire les travaux pratiques au niveau 1, on a parfois des difficultés pour les étudiants. Imaginez ce que c'est pour nous-mêmes de faire de la recherche à un niveau international. Parce qu'aujourd'hui, si on veut être compétitif, on va dire, sur le marché international, cela demande des moyens. Ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement. Donc parfois, nous, en tant qu'enseignants, quand on prend des étudiants et qu'on les encadre dans le cadre des masters recherche, nous sommes obligés de payer de nos poches pour acheter des produits, des réactifs chimiques. Nous payons de nos poches pour faire les caractérisations. Et pour ça, il faut énormément de coopération internationale. Parce que quand on a des partenaires à l'étranger, il est possible, alors on se charge d'expédier nos réactifs, mais voilà, grâce à la collaboration, on peut faire de la caractérisation. C'est comme ça qu'on avance un tout petit peu.
Donc ça, c'est, je vais dire, la difficulté majeure que les chercheurs rencontrent aujourd'hui dans les laboratoires en Afrique. D'accord. Docteur Katia, je pense et j'imagine que Docteur Stéphane a aussi rencontré d'énormes difficultés. Oui, c'est vrai que mon cursus ne s'est pas déroulé entièrement en Afrique. Après le master, je suis resté pratiquement en Europe tout le temps. Donc, je veux dire que les difficultés ont été celles de trouver sa voie. Après, particulièrement le doctorat. Puisque pour faire carrière, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Il n'y a pas que l'efficacité. Il faut trouver les bons réseaux. Il faut trouver des créneaux qui te permettent de vivre sa passion, faire la recherche que tu veux. Et trouver aussi des créneaux qui te permettent de faire une recherche qui soit adaptée à la communauté d'où tu viens. Ce n'est pas toujours donné. Voilà. Très souvent, on fonctionne comme, je ne vais pas dire, mon père m'a dit comme des mercenaires. On travaille pour survivre. Il y a des projets qui sont là, on est compétent, on veut survivre, on ne veut pas être rapatrié, pour parler simplement. On accepte certains projets parce que, ce n'est pas ce qu'on veut faire, mais c'est ce qu'il y a à faire. Ce qui nous permet peut-être de rester sur le territoire, dans le Schengen. Mais j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir tomber sur le projet sur lequel je travaille à l'Université de Duisbourg-Essen, vraiment le fractionnement photocatalytique de l'eau par assistance solaire pour produire des carburants. En venant d'un pays comme le Cameroun, qui est situé sur la ceinture tropicale, au niveau de la ceinture tropicale, je pense que c'était la technologie la mieux adaptée, le projet qui allait le mieux avec mes convictions. Parce que moi, j'ai toujours pensé à restituer les connaissances que j'ai acquises de l'autre côté. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé sur les photocatalyseurs. Ce sont des matériaux qu'on prend dans les sous-sols africains. D'accord. Vous voyez, c'est des gens comme Katia qui travaillent sur des échantillons, qui les caractérisent et tout. Donc, des petits cailloux, là, vous voyez qu'on vient extraire tout le temps dans les mines et tout, pour parler à tout le monde. Et au niveau des laboratoires, on essaie de produire des réactions chimiques sur la surface de ces matériaux-là. Et pour accélérer ces réactions-là, on utilise, comme je disais tantôt, la chaleur, le courant électrique ou bien la lumière solaire. La lumière solaire, c'est ce qu'il y a de plus abondant dans une ville comme Abidjan ou le Cameroun. Donc, la difficulté maintenant, c'était de transférer ces connaissances dans mon continent. Trouver les moyens pour mobiliser les compétences, vous voyez, les compétences qu'il faut, tu vois, qui ont la volonté totale de transmettre des connaissances dans un continent qui n'est pas le leur. C'est-à-dire ceux qui ont porté ces technologies-là, qui ont développé des théories. Donc, mobiliser ces compétences-là en Europe n'a pas toujours été facile pour aller en Afrique et transmettre des connaissances aux locaux. Bon, une fois que j'ai pu le faire, c'est-à-dire mobiliser les compétences, localement, ce qui a été très difficile, c'était que les décideurs au niveau des universités locales acceptent que les connaissances soient transférées. Il y a un archaïsme vraiment criant. Vraiment, ça fait partie des dans les universités en Afrique où, en fait, vous venez avec des gens compétents, des théories des points, des théories Nobel même, comme celles que j'utilise pour travailler. Et il y a des gens qui ne veulent pas que elles soient transmises aux étudiants. Donc la difficulté est plutôt du côté africain, de l'autre côté. Et ça rejoint un peu ce qu'elle disait, quoi. Il y a un problème de mentalité. Il y a des gens qui ne poussent pas, qui ne réalisent pas la vérité actuelle, c'est que le monde évolue dans beaucoup de domaines scientifiques sans l'Afrique. Et quand nous on vient avec des technologies nouvelles qu'on veut inclure dans les cursus universitaires, très souvent, en fait, ça ne marche pas avec des projets qui sont déjà établis au niveau des décanats, au niveau des départements. Très souvent, on a fait des séminaires hors des universités. Et les étudiants viennent parfois, une fois que tu as fait la formation, tu as délivré les parchemins. Il est impossible pour ces étudiants-là de poursuivre la recherche dans les domaines où vous êtes venus enseigner, quoi. Très souvent, ils sont découragés par les universités. Forcément, par manque de... Voilà. Par manque de conviction que c'est ce qu'il y a à faire, ou bien parfois parce qu'il y a aussi l'incapacité à pouvoir suivre l'évolution de la science. Ouais, très souvent, ils se contentent de reproduire ce qui est enseigné depuis des années. Et lorsqu'on veut innover, ce n'est pas toujours le bienvenu. Donc, en fait, ma difficulté a toujours été du côté africain, d'être accepté, de pouvoir convaincre les classiques, il faut les appeler comme ça, que non, il faut changer. Voilà. Oui, mais peut-être
Pour compléter au propos de Stéphane, on a ces difficultés-là à faire évoluer les mentalités et à avoir les infrastructures pour faire la recherche quand on est africain. Mais en tant que chercheur expatrié, par exemple, quand on va dans les académies étrangères, il faut dire qu'il y a encore énormément de discrimination. C'est-à-dire qu'en tant qu'étranger, on est discriminé. Il y a des opportunités qu'on ne peut pas avoir. Il y a des collaborations qu'on ne nous concède pas de gaieté de cœur. Donc, on est obligé de faire 2 fois plus, si ce n'est 3 fois plus que les autres pour avoir des opportunités. Ça, je l'ai expérimenté en tant qu'étudiante, déjà, quand je suis arrivée pour faire mon master à l'Université de Strasbourg. Je vais épargner le volet sociétal et culturel qui fait que quelque part on est loin de chez nous, c'est difficile. On n'est pas toujours accepté du fait de la différence de la couleur de la peau, mais y compris à l'intérieur de l'académie. On n'a pas toutes les informations, on est vraiment titre que les autres étudiants. Au même titre que les autres, on est discriminé et on nous regarde toujours un peu de haut. On se dit que, alors c'est vrai qu'on a des lacunes, on ne va pas se voiler la face, mais on n'a pas les mêmes opportunités et il faut faire 2 fois plus que les autres pour avoir une opportunité, pour avoir la possibilité de s'insérer dans les équipes de recherche ou alors dans des sphères de décision. D'accord. Et moi, j'ai tout de suite envie de vous féliciter, de vous dire merci d'être revenu pour bien sûr faire croître votre continent. Vous aurez pu choisir de rester là où vous étiez, mais voilà, vous avez choisi le développement de votre Afrique. Et au vu de tout ce qui précède, je veux dire, des difficultés que vous avez énumérées, pensez-vous que vos métiers respectifs ont un avenir ici en Afrique? Je dirais plus, je pense que nos métiers sont l'avenir de l'Afrique. L'Afrique ne pourra pas décoller si elle ne s'appuie pas sur les scientifiques et sur les technologies. Aujourd'hui, c'est la science qui est la solution à un certain nombre de problèmes, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau de l'approvisionnement en énergie, au niveau de l'agriculture. La science a des solutions et on ne peut pas faire sans ça. Si aujourd'hui, nos gouvernements, nos États ne supportent pas, c'est-à-dire n'appuient pas les initiatives scientifiques et technologiques, on va rester en retard. Et il est important qu'on comprenne que toutes les sciences sont importantes. Je ne vais absolument pas minorer les sciences humaines, mais les sciences dures, les sciences et technologies sont vraiment l'instrument à travers lequel nous allons nous rapprocher un peu plus vers notre développement. D'accord. Docteur Katia, en tant que chimiste inorganique, vous nous avez confié cela en off. Pensez-vous ou déjà avez-vous travaillé sur un projet? Quel a été votre diagnostic? Et surtout, qu'est-ce que vous préconisez? Sinon, vous avez des propositions. Alors oui, je travaille en tant que chercheur sur plusieurs projets. J'ai un projet qui vise à fabriquer des nanomatériaux pour la production améliorée du pétrole. C'est-à-dire qu'il y a des pétroles, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a la possibilité d'utiliser des nanoparticules pour avoir une meilleure extraction du pétrole et réduire, par exemple, les fractions d'asphaltène ou de bitumineux. Je travaille aussi, et ça c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, sur des photocatalyseurs pour le traitement des eaux usées. Donc, à partir des nanomatériaux qui sont même extractibles à partir de minéraux comme la bauxite, on peut faire des nanomatériaux, des particules qui vont permettre de dégrader les polluants, qu'ils soient organiques ou alors des polluants inorganiques. Donc, moi, je pense que c'est une problématique qui est très importante aujourd'hui en Afrique. Avec le changement climatique, la question de l'approvisionnement et de la disponibilité de l'eau se pose de plus en plus. Donc, avec de nouvelles méthodes plus efficaces, moins onéreuses de traitement des eaux, y compris des eaux usées, on apporte une réelle solution aux préoccupations de la population. Par la même occasion, je pense qu'on réduit l'incidence d'un certain nombre de maladies hygiéniques qui ont cours en Afrique. D'accord. Et docteur Stéphane, en tant que physicien, que pensez-vous pouvoir apporter à ce continent qui visiblement est très en retard vis-à-vis de l'évolution, j'ai envie de dire vertigineuse, de la science en Occident? Je pense que sur le plan technique, comme je disais, les projets aujourd'hui dans les pays développés ne sont pas centrés sur les disciplines précises. Les projets sont interdisciplinaires. Elle a parlé de plusieurs projets. Je me suis retrouvé dans certains d'entre eux sur lesquels on collabore même. Et moi, ce que je veux juste préciser, c'est que je suis théoricien
Elle fait la chimie expérimentale. Et nous qui faisons la théorie, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de minimiser les coûts expérimentaux, quoi. Bon, pour parler plus simplement, c'est quoi? L'expérience, on évite à ceux qui font l'expérience d'utiliser l'échantillon plusieurs fois. Parce qu'un échantillon, je prends par exemple un échantillon de plomb, bien d'acier, je me rappelle, on disait quand je faisais la thèse qu'un kilogramme, c'était dans les 5 000 €, je ne me rappelle plus. Oui, les réactifs coûtent cher. Voilà, les réactifs Et en coûtent plus, cher. c'est une empreinte, je veux dire, ça pollue. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait de la chimie, si on ne fait pas attention, on peut être un acteur de pollution. Voilà. Donc, la c'est pas sans chimie danger, théorique. donc. Voilà, donc nous, ce que nous on fait, c'est qu'on minimise ces efforts. C'est-à-dire, toi, théoricien, c'est comme lorsque on veut creuser un puits. Les théoriciens sont comme ceux qui font la sonde du sol. Tu vois, qui arrivent avec la sonde et tâtent le sol. Sonde le sol et disent que bon, ici, si vous creusez, vous aurez les cailloux, 2 mètres, ainsi de suite. Mais ici, si vous creusez, vous aurez de l'eau. Donc, on est un peu complémentaires, quoi. Et aussi, on apporte aussi certains éclaircissements sur les observations expérimentales. Tu vois. Donc, voilà comment le complément qu'on apporte à chacun, quoi. Tu vois. Et ce que moi, je trouve plus important pour le continent, c'est qu'il faut donner une âme scientifique au continent africain. Parce que le continent africain doit produire encore 1 million de docteurs d'ici 2030. Mais c'est vraiment difficile de s'insérer en tant que... Non, j'arrive. Il faut 1 million de docteurs parce qu'il y a 200 scientifiques africains par million d'habitants, contre 3500 en Europe et en Amérique et 1500 comme moyenne dans le monde. C'est pour ça que la production scientifique de l'Afrique, la contribution de l'Afrique dans la production scientifique mondiale est de 1%. Et les 1% là, c'est un peu polarisé. Ça vient du Maghreb et de l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne ne produit presque rien. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de scientifiques brillants en Afrique subsaharienne? Il y en a une sur le plateau aujourd'hui. Elles sont nombreuses comme ça. Donc, il manque quelque chose, une énergie qui doit connecter ces scientifiques brillants comme Katia et les décideurs pour qu'il y ait le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. S'il y a l'argent, les infrastructures, les laboratoires, je pense que ce n'est pas la matière grise qui manque. Donc, ce qui manque, c'est cette cohésion-là, cette énergie cohésive-là, entre ceux qui doivent investir dans la science et ceux qui ont la capacité de faire la science. Parce qu'il y a une connotation ou bien une réaction linéaire, parallèle, entre combien est-ce qu'on investit dans la science, le développement scientifique, la technologie, le progrès économique et le bien-être social. C'est une relation que personne ne voit. Et la base, c'est la culture des sciences. Donc, il faut travailler à la culture des sciences, vulgariser les sciences. Il faut que les scientifiques s'engagent, sortent des laboratoires. Je pense que c'est l'ONU là-bas. Les scientifiques africains ont été éduqués depuis les indépendances à ce que lorsqu'on est trop brillant, on doit se cacher dans le laboratoire, on doit s'effacer. Donc, il faut que les scientifiques sortent des laboratoires, deviennent des décideurs, font de la politique, aillent au Parlement. Pourquoi il y a un budget conséquent pour la science? Il faut bien qu'on le vote à l'Assemblée. Et si à l'Assemblée, il n'y a pas de scientifiques ou bien les gens qui portent la voix des scientifiques, ça va demeurer comme ça. Il faut s'engager sur plusieurs fronts. Communication, politique, législatif et tout. D'accord, donc il faut vraiment investir dans votre domaine d'activité. Oui. Et docteur Stéphane, quand je vous dis science dans la cité, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, oui, science dans la cité, c'est justement un pan de ce que je racontais. Il faut vulgariser les sciences, ça passe aussi par le cinéma, parce que le cinéma est un véhicule important de vulgarisation. Lorsque tu veux toucher les masses, lorsque tu veux que la science arrive jusque dans les maisons, dans les sous-quartiers, il faut passer par la télévision. Bon, le cinéma, c'est au terme strict. Ce n'est pas le mot à employer. Parce que le cinéma, moi, en principe, c'est dans les salles, les festivals. Mais lorsque tu veux toucher les gens, il faut passer par la télévision. Il faut la production de contenus scientifiques attractifs qui mélangent, je sais pas, l'entertainment. Voilà, l'entertainment et la science pour que tout le monde se sente concerné. Parce que les décideurs ne sont pas toujours les scientifiques, quoi. Donc ça, dans la cité, bon, c'est une série ludique à but Votre film a déjà remporté des prix? Oui. Lesquels donc? On était nominés finalistes du Balafon Awards. C'est une cérémonie du cinéma du 7e art camerounais qui distingue les productions scientifiques. Bon, j'ai aussi eu le prix du Falling Walls, qui est la plus grande plateforme scientifique dans le monde. J'ai aussi eu des distinctions parce qu'en tant que scientifique, il y a des journaux où lorsque tu es sollicité à partager ton expérience, c'est inédit quand même. Donc pour une fois, j'ai été contacté par un journal, le journal le plus prestigieux des sciences, pour
partager mon expérience sur la série dans la cité, sur le magazine Nature. Je crois que c'est le plus grand honneur que j'ai eu en tant que scientifique, où on a reconnu, tu vois, au plafond du monde, tu vois, le monde de la communication des sciences, que ce que je faisais avec de la valeur. Bon, le jour où je recevais cette invitation, je crois que j'étais avec Katia. Oui, je m'en souviens. Effectivement, le journal Nature, c'est le Saint Graal pour les chercheurs. D'accord. Donc, Et nous, on va inviter tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent actuellement à regarder, à aller chercher ce film. Il est très enrichissant. Enfin, pour parler un peu de la promotion du genre, la place de la femme en Afrique pourrait-elle être accrue dans le couloir scientifique, ou que pourrez-vous dire aux personnes qui pensent que la science ne doit concerner et ne concerne que la gente masculine? je vais leur dire que c'est tellement rétrograde comme idée qu'il faudrait probablement qu'on commence par rééduquer au niveau de la famille, pour avoir une meilleure... Part de la base familiale. Oui, ça part de la base. Ça part vu que la famille, c'est la cellule de base de la société. Ce qui est faussé en famille le sera nécessairement dans la société. Donc, je pense qu'on doit déjà demander aux jeunes, aux parents aujourd'hui, de dire à leurs enfants, que ce soit des filles ou des garçons, qu'ils sont capables. Ils sont capables de faire des sciences. Une fille aujourd'hui est capable de faire de la mécanique, de l'électronique. Et il y en a beaucoup qui réussissent dans ce domaine-là. Il suffit qu'elles aient l'opportunité pour montrer leur potentiel. Et si effectivement on veut marquer une progression dans notre paysage scientifique, on ne peut pas se passer de la moitié de la population qui est faite de la gente féminine. Donc les femmes, elles sont très importantes. Je pense qu'il faut encourager dès la famille, il faut encourager dès l'école, dès la maternelle, dès le primaire, dès le secondaire. Dans les pays européens, on voit par exemple des tout jeunes, des petits enfants faire des expériences rigolotes, mais dès cet âge-là, dès le primaire, ils sont confrontés à la science. Donc il faudrait qu'on ait cette culture-là, qu'on ramène la science suffisamment tôt. Mais également, il faudrait qu'au niveau de la société, on arrête d'être des obstacles à l'évolution des femmes. Parce qu'en réalité, il y a des femmes qui sont réticentes à s'engager, non pas parce qu'elles se croient incapables de le faire, mais parce que souvent, le fait d'être scientifique, d'avoir des postes de responsabilité, et ça vaut pour à peu près tous les domaines, parfois ça équivaut à perdre, par exemple, un statut social, à ne pas pouvoir être mère, ne pas pouvoir être une épouse. Et les femmes sont stigmatisées quand elles sont dans ce cas de figure. Donc la société doit faire comprendre aux femmes que... il n'y a pas de parcours stéréotypé et unique qu'il faut suivre. Aujourd'hui, les femmes peuvent faire de la science si elles le veulent. Mais je vais terminer en disant ça. Dans la science, on parle beaucoup de collaboration. On ne réussit pas un projet sans qu'il y ait de la collaboration. Pareillement, pour que les femmes arrivent à trouver leur place dans la science, elles ont besoin de cette collaboration-là avec les partenaires hommes. Aujourd'hui, les hommes peuvent être des partenaires et ils ont intérêt justement à favoriser à ce que les femmes arrivent à de meilleures positions, parce que ça va également permettre d'atteindre les objectifs scientifiques un peu plus rapidement. D'accord, il faut donc sensibiliser. Oui, la sensibilisation. D'accord, avant d'atteindre donc le mot de fin, puisque vous semblez avoir apprécié la Côte d'Ivoire, j'espère que sa gastronomie aussi. Oui. Vous êtes donc plutôt team Aloko ou frites? Alors, on va dire team frites. Moi, je suis team Aloko. Ah, voilà. Super, super. D'accord, pour le mot de fin, je vais commencer par vous, docteur Stéphane. Adressez-vous donc, en regardant bien sûr l'une des caméras que vous aurez choisies, à toutes les personnes qui voudraient s'insérer dans votre domaine d'activité. Non, elles sont le bienvenu. C'est pour ça que nous sommes en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes à la recherche de partenaires audiovisuels, partenaires d'engagement sur le terrain, d'écriture scientifique, de production cinématographique, d'enseignement, de transfert de connaissances. Donc, nous sommes ouverts à tous. Vous pouvez nous joindre via la plateforme AfroDinews, qui est une plateforme partenaire. Au passage, on salue son président. Oui, le jeune Honorat, que je suis très honoré par son invitation. C'est lui qui m'invite en Côte d'Ivoire, en fait. Donc, je suis un peu fan de lui et de son groupe. Ils sont très jeunes. Moi, j'ai commencé à voir... oui, j'ai commencé à réfléchir comme quand j'avais déjà... Ah, mais super. J'avais déjà plus de 30 ans, quoi. Donc, c'est très encourageant. Il n'y a pas de retard, Voilà, non. Pour dire que c'est bien, du bon grain a été sévé.
j'espère que d'autres seront engagés plus tôt qu'eux Et aussi. ces grains, on espère, donnera de bons fruits. Voilà. Alors, je vais dire Votre que mot de fin. mon mot de fin, ça va être que la science est gratifiante. La science permet de savoir, on dit savoir, c'est s'ouvrir à d'autres mondes. Grâce à la science, il est possible de travailler sur plusieurs projets en même temps. Il est possible de découvrir le monde. Moi, j'ai énormément voyagé grâce à la science. Et surtout, la science permet de résoudre des problèmes. On résout des problèmes pour nous, mais on résout des problèmes également pour les autres. Ça permet vraiment d'être utile à la société. Donc, j'encourage toutes les personnes qui sont réticentes à s'engager dans la science. Il y a énormément de choses intéressantes à découvrir. La science est même très amusante parfois, malgré les difficultés. Et donc, pour les personnes qui veulent s'engager, n'hésitez pas. Il y a des structures aujourd'hui qui permettent d'encourager les jeunes, qui donnent des financements, que ce soit pour les études, les masters ou alors les sujets de recherche. Donc, allons-y, la science, c'est l'avenir. La science, c'est l'avenir et c'est sur ces quelques mots que nous allons vous dire au revoir. Merci d'être resté avec nous et surtout, bon retour. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, pourquoi pas pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.